J'ai pas voulu faire le cercle de ce soir sur le corporatisme, cercle doctrinal. On peut en trouver, il y en aura d'autres. Il y a des gens qui feraient ça beaucoup mieux que moi, comme par exemple Jean-Philippe Chauvin. J'ai voulu vraiment faire un cercle sur quel corporatisme pour aujourd'hui. Je suis pas un universitaire, je n'ai pas la doctrine corporatiste dans la tête au millimètre près. En revanche, je vois à peu près ce que c'est pour être en train de monter un ordre professionnel avec des collègues. Et je vois à peu près quelles sont leurs attentes, quelles sont les expériences duquel on peut s'inspirer pour monter quelque chose au XXIe siècle, pour le XXIe siècle et non pas pour le XXe. Voilà un peu le cercle de ce soir que je vais tenter de vous faire de manière à peu près claire. Bon, je vais commencer par une citation de Madame Laguillet, Arlette Laguillet, quelqu'un qui n'est pas de chez nous. Travailleur, travailleuse, il est temps d'abattre le système capitaliste. Cette brave femme avait parfaitement raison, mais elle aurait dû ajouter aussi le système socialiste, qui a fait autant, sinon plus de dégâts. La question, c'est de savoir par quoi le remplacer. Je viens de le dire, la folie des bolcheviks n'a pas résisté à l'épreuve du réel, qui est le seul brevet pour dire qu'un système fonctionne. Le capitalisme, lui, est encore vivant et continue à broyer nos vies et notre environnement dans une espèce de soupe où personne n'est responsable de rien. Il y a une catastrophe industrielle, la première chose qu'on remarque, c'est que personne n'est responsable. C'est la faute au processus. Les catholiques sociaux qui ont été repris par les maurassiens nous ont légué la doctrine corporatiste. Elle a déjà 2 siècles d'âge. C'est à nous de l'adapter au temps présent, à nous d'y réfléchir. Je vais rapidement, parce que c'est pas le but du cercle, définir ce qu'est le corporatisme. La définition stricte et universitaire est le contrôle sans soumission de la propriété privée par l'État, garant du bien commun. C'est la définition d'Alain Cotta, qui a écrit un livre, un que sais-je, sur le corporatisme que je vous recommande. Une autre définition nous vient de Pie XI, qui l'a reliée à la politique naturelle, dans l'encyclique Quadragesimo Anno. De même, en effet, que ceux que rapprochent des relations de voisinage viennent à constituer des cités, ainsi la nature incline les membres d'un même métier ou d'une même profession, quelle qu'elle soit, à créer des groupements corporatifs, si bien que beaucoup considèrent de tels groupements comme des organes sinon essentiels, du moins naturels de la société. C'est l'encyclique du pape Pie XI. Le corporatisme, pour le résumer en 5 points. Premier point, c'est pour reprendre et pour paraphraser Maurras, quand le capital et le social ont perdu respectivement leur isme tyrannique, leur suffixe isme qui les rendent tyranniques, ni capitalisme, ni socialisme. C'est une voie médiane entre 2 régimes qui, lorsqu'ils sont pris comme des absolus, sont pareillement détestables. Second point, c'est le droit des professionnels à se constituer en corps de métier pour décider eux-mêmes de l'avenir de leur branche. C'est également, troisième point, le rassemblement du patronat, du salariat et des indépendants d'un même métier dans une structure commune qui représente la profession auprès de l'État. Elle protège les indépendants aussi bien que les salariés, il n'y a pas de distinction entre un indépendant et un salarié, et force le patronat à négocier avec eux. Coucou Uber et ses problématiques actuelles dont on va reparler. Effectivement, les coursiers-livreurs ont pour problème d'être des indépendants dont ils ne vont pas être couverts par les syndicats. C'est une épine dans le pied des marxistes qui serait bon de tourner un peu pour leur nuire et pour récupérer la main. C'est également, avec des réserves et pour certains métiers sensibles seulement, l'interdiction d'exercer en dehors du champ corporatif. Les médecins et les avocats sont les 2 exemples les plus emblématiques de professions où il est strictement interdit d'exercer en dehors d'un ordre. 5e point, naturellement, elle favorise la collaboration entre des métiers proches par une saine négociation de branches. Les relations fournisseurs-clients, les métiers qui ont des fonctions communes et qui pourraient donc entrer en conflit, sont obligés de passer par la corporation pour négocier. Voilà un peu ce qu'est le corporatisme. Si vous voulez plus de détails vraiment sur ce qu'il est en profondeur, quelles applications ou son historique, je vous invite plutôt à consulter des vidéos comme celle de Jean-Philippe Chauvin ou d'autres sur YouTube. Il y en a beaucoup, vous pourrez les trouver facilement. Je vais rappeler quelque chose qui est peu connu aujourd'hui, y compris par les partisans du corporatisme. Le corporatisme n'est pas mort aujourd'hui, et il n'est pas mort avec la loi Chapelier. Enfin, il est mort, mais il est rapidement revenu à la vie devant le réel. Devant l'évidence, la Révolution a dû rétablir certaines corporations, ce qui était assez difficile de ne pas les contrôler. Les premières corporations qui ont été recréées, c'est les médecins, les sages-femmes et les chirurgiens dentistes, ce qui était assez difficile de ne pas avoir un ordre des médecins en France. Les quelques années où il n'y en a pas eu, ça a été la plus belle anarchie. Ça a été des charlatans dans tous les coins, au point même, et là ça a été une des conférences de CT il y a quelques mois, que Napoléon a
avait du mal à trouver des médecins pour soigner les victimes de ces boucheries. Donc en 1803, les professions médicales qui étaient rassemblées en une seule corporation. 1810, ils se sont rendus compte que ça serait bien de faire de même pour les avocats. Et puis ça s'est arrêté là. Le grand mouvement de retour au réel après la Révolution s'est arrêté aux professions médicales et aux avocats. Mais ensuite, il faut attendre Vichy pour voir d'autres corporations émerger. Les notaires en 41, les huissiers de justice en 42, et puis ensuite, après la fin de la guerre, ça c'est peu connu, beaucoup de corporations ont été formées jusqu'à très récemment. Les pharmaciens en 45, les vétérinaires en 47, les architectes en 77, les experts comptables et les géomètres experts en 94, les infirmiers en 2005, les pédicures podologues et les masseurs kinésithérapeutes en 2006, et c'est un gros échec aujourd'hui, et on pourra peut-être revenir pourquoi dans les questions, si on a le temps, sous une forme hybride où l'État a entièrement la main dessus et c'est pour ça que c'est cassé la gueule, les activités de sécurité privée en 2012. Premier constat donc, le corporatisme n'est pas mort, et la tendance depuis 1941 est à la création d'ordres pour réglementer des professions nécessaires à la vie de la cité. Toutes les professions que j'ai citées sont quand même, dans la société moderne, assez importantes. S'il y avait des architectes charlatans, ça se verrait au nombre de bâtiments qui s'écroulent. S'il y avait des vétérinaires charlatans, ça se verrait sans doute aux pandémies animales. Toutes ces professions-là sont obligées d'être incorporées pour la plupart, parce qu'effectivement, il y a un risque social, il y a un risque pour le bien commun qu'elles ne le soient pas. Second constat, l'influence de l'Action française a permis de relancer ce mouvement. Le travail des années 10 et 20 n'a pas été fait en vain. C'est certains cadres qui étaient d'AF qui ont permis de relancer cet aspect du régime de Vichy. Comme quoi, le régime de Vichy peut aussi avoir des bons aspects. D'ailleurs, l'ordre des notaires et l'ordre des huissiers font partie de ces structures qui ont été conservées à la Libération. Et en étant conservées, elles ont fourni une alternative qui était viable aux syndicats et qui était déjà un pied dans la porte pour nous. Troisième constat, depuis les années 2000, il y a eu une troisième vague de création d'ordres qui sont un mélange de nécessité. C'est souvent des professions qui ont été gangrénées pendant plusieurs années par le charlatanisme, qui ont des syndicats qui sont essoufflés, qui sont à moins de 2% de représentativité, mais également par la mondialisation sauvage. C'est le cas notamment des infirmiers, c'était vraiment leur grosse revendication, c'était le nombre d'infirmiers mal formés par des écoles que l'État a licenciés, a brevetés à tort, qui les a poussés à monter leur ordre. C'est également leurs conditions de travail que les syndicats pouvaient difficilement couvrir parce que beaucoup étaient indépendants. C'est également beaucoup d'exploitation opportuniste de l'actualité pour faire passer ces ordres. Là, il y a une leçon à en tirer, notamment toutes les crises sanitaires. L'ordre des infirmiers, l'ordre des podologues, tous ces ordres-là ont été les premiers à relayer les actualités dès qu'il y a eu une crise sanitaire pour montrer que les ordres ça peut être utile quand même. Et enfin, bien souvent un rapport de force avec l'État sur fond de guerre d'usure. L'ordre des infirmiers et l'ordre des pédicures ont dû lutter 10 ans avant d'exister. Les masseurs ont été créés en 1946 et abrogés plus de 6 fois entre 1946 et 2006, date de leur dernière fondation qui visiblement a l'air de durer cette fois. Mais plus de 6 fois, les gouvernements libéraux et socialistes ont eu leur peau. Le foisonnement n'est pas terminé, puisque d'autres professions luttent actuellement pour avoir une forme de corporation. Les bouchers abatteurs, par exemple, ont monté un syndicat qui s'appelle la COOBOF, COOBOF, qui est une coopérative d'achat officiellement, mais d'inspiration clairement corporative. Ils n'acceptent que les bouchers abatteurs. Leur but, c'est de former des artisans et de se poser en barrière contre les abus de la boucherie industrielle que les défenseurs des animaux dénoncent à raison. Ils sont aujourd'hui 3000 bouchers abatteurs dans cette structure-là, ce qui est énorme compte tenu de la ruine de cette profession. Dès qu'on voit des boucheries dans la rue, les 2 tiers sont des industriels. Ce label Koubov va permettre de reconnaître au moins les artisans. Le président, ça intéresse quelqu'un, c'est un sympathisant bordelais de l'AF. Je le connais très bien, c'était mon boucher pendant 5 ans quand j'étais à Bordeaux. Plus surprenant, voilà, je vais parler d'un cas que je connais bien effectivement, les développeurs de logiciels sont en train de monter une corporation clairement assumée, celle-ci, contrairement à la Koubov qui n'est pas clairement assumée. Dans l'ordre des développeurs, il y a une volonté claire d'assumer ça en tant qu'ordre, en tant que corporation, quitte à ne pas beaucoup plaire à l'État. C'est une profession qui est qualifiée par le sociologue Benjamin Teinturier, qui a beaucoup étudié cette profession, de col-ciel. Il nous appelle les col-ciel. Pourquoi ? Parce qu'il dit que les développeurs sont des cols blancs, avec une mentalité de col bleu ouvrier très très trempé. Et effectivement, ça se voit dès qu'on discute avec un développeur, d'accord, sociologiquement c'est un col blanc, mais il y a une conscience ouvrière, il y a une conscience du travail bien fait, il y a un amour au travail bien fait, et les revendications qui vont avec souvent. On veut avoir le droit de faire bien de travail. C'est un courant. Alors ça c'est vraiment un hasard de l'histoire, une divine surprise aurait dit l'autre qui a fait qu'un ordre de développeur est en train de se fonder. C'est un courant qui s'est créé
aux États-Unis qui s'appelle en anglais le software craftsmanship, l'artisanat logiciel en français, qui a été importé en France. Et les tenants de ce courant ont découvert la loi Le Chapelier, les corporations d'Ancien Régime, et toute cette part de l'histoire de France qui les a beaucoup inspirés. Je vous invite, si vous ne connaissez pas le métier de développeur, si vous n'êtes pas développeur ou même pas du tout dans l'informatique, à regarder la conférence qu'a donnée Jean-Baptiste Dussault au dernier Agile Tour Toulouse. C'était il y a 6 mois. Il n'est pas royaliste du tout. Pourtant c'est avec lui que je suis en train de monter l'ordre des développeurs. Vous risquez de verser une larme en tant que royaliste dès que vous verrez les revendications corporatives du bonhomme, alors que pourtant il n'est pas de chez nous. Enfin, une certaine gauche écologiste aussi est sur le sujet. J'ai dit une certaine gauche écologiste, j'ai pas dit tous. Certains sont encore à ramasser les pâquerettes et à discuter de savoir combien il y a de genre. Notamment via des notions comme la société artisanale, qui est une notion portée par la gauche tendance Michéa, ou tendance Pierre Rabhi, qui le voit comme une opposition à la société industrielle, tout en refusant de tomber dans le primitivisme. Alors le primitivisme, c'est quelque chose que les anarchistes prônent notamment, où ils disent que le problème, en fait, c'est pas la société moderne, c'est la civilisation tout court. Tant qu'il y aura une civilisation, il y aura oppression, donc il faut tout annihiler. Il faut discuter avec ces acteurs. Il faut également participer à leurs projets quand ils vont dans notre sens. Sinon, c'est simple, le corporatisme de demain se fera sans nous. Voilà l'enjeu. Le corporatisme n'est pas mort, d'accord, mais ça reste quand même quelque chose à dépoussiérer. C'est une doctrine, je l'ai dit, qui a 2 siècles d'âge, qui a été réactualisée il y a 1 siècle par notamment l'expérience du cercle Proudhon et par l'AF. Mais c'est quelque chose qu'il faut dépoussiérer. Il faut le dépoussiérer tout en n'oubliant pas pourquoi est-ce que l'AF l'a revendiqué dès sa naissance, ou pas longtemps après. C'est que notre but, c'est d'abord de remettre l'économie au service du bien commun. Nous ne sommes pas corporatistes par absolu, comme on peut être capitaliste par absolu. On est corporatiste parce que c'est un outil solide, qui a résisté à l'épreuve du temps, pendant tout le Moyen-Âge, toute la Renaissance et toute l'époque classique. Le corporatisme, je l'ai dit tout à l'heure, est une extension de la politique naturelle. Il faut donc d'abord maîtriser cette dernière pour garder un œil critique sur les innovations qu'on pourrait apporter à cette doctrine. Là, je vous renvoie vers la conférence qui a été donnée ici il y a 2 semaines, par Pierre Vomesleg. La politique naturelle enseigne que la cellule de base de la société, c'est la famille. Elle enseigne aussi que cette famille n'est pas une société parfaite et qu'elle a besoin d'un ensemble plus grand pour s'épanouir. La cité. L'économie, qui vient du grec oikos, maison, patrimoine, désigne les biens qui sont possédés ou produits par la famille étendue. On est très très loin de la définition de l'économie que peuvent donner des économistes classiques ou des économistes marxistes. La définition traditionnelle de l'économie, c'est ça. Les biens possédés ou produits par une famille. Famille à comprendre au sens grec, famille étendue. Donc il comptait là-dedans les esclaves, il comptait là-dedans les éventuels salariés. Au Moyen-Âge, ça incluait les apprentis, ça incluait parfois les domestiques, et parfois aussi les compagnons. Le lien économique entre la famille et la cité et l'atelier. Bon, l'atelier, c'est pas grec, c'est un concept qui est venu plus tard, c'est un concept médiéval. Même si des formes économiques proches ont existé avant. Ça a juste été théorisé au Moyen-Âge. Un atelier, c'est une association de maîtres dans leur métier. Tous les mots sont importants. Association de maîtres dans leur métier. Je reviendrai sur les 3 parties de cette phrase. Cette association de maîtres peut embaucher un petit nombre de compagnons, rarement plus d'une douzaine dans un atelier. C'est très rare qu'il y en ait déjà une douzaine, souvent c'est 3 ou 4, et forme des apprentis. Le but de l'atelier, c'est de faire subsister les familles, des maîtres, dont les apprentis faisaient partie temporairement, et des compagnons, tout en servant le bien commun de la cité. Voilà quel est le but de l'atelier, donc le but de l'économie traditionnelle. Le Moyen-Âge, donc au Moyen-Âge, j'inclus aussi la Renaissance jusqu'à sa période tardive, donc en fait jusqu'à l'avènement de ces espèces de proto-entreprises qui ont été les manufactures, même si c'est nuancé ce que je dis, et parfois qualifiées de société artisanale par opposition à la société industrielle qui lui a succédé. L'entreprise moderne, donc l'entreprise, qu'elle soit familiale ou anonyme,
c'est une notion juridique et une réalité assez récente finalement. C'est une réalité qui date de la bien nommée révolution industrielle. Et ça, vous avez sans doute remarqué que ce soit à l'AF ou beaucoup plus à gauche. Et c'est une notion qui est assez critiquée de toutes parts à cause des nuisances qu'elle a pu causer en 2 siècles. Ces nuisances viennent d'une chose, c'est que le libéralisme a inversé le moyen et le but de l'atelier. On peut résumer l'atelier en ce qu'il est une structure lucrative à but social. L'entreprise est une structure sociale à but lucratif. On a inversé la fin et le moyen. L'argent de moyen est devenu une fin. Second problème que pose la vision libérale et l'entreprise moderne, c'est que le maître, qui était responsable de son travail devant sa famille et devant la société, a été liquidé et vendu à découpe. On a dilué la responsabilité du maître. Le maître avait traditionnellement 4 rôles qui ont été éparpillés aujourd'hui entre plusieurs acteurs dans l'entreprise et dans la société. Le maître était propriétaire de son outil de travail et propriétaire du capital qui y était associé. Ce rôle est désormais assumé par une fortune qui est anonyme, complètement ignorante du métier, bien souvent. C'est très rare qu'aujourd'hui c'est très rare que la personne qui possède l'entreprise possède également le savoir du métier. Et encore pire, bien souvent parfaitement vagabonde, donc sans aucune responsabilité sociale ou écologique. Je vous renvoie à la conférence de Lionel Rondouin qui avait été donnée en début d'année. Le second rôle traditionnel du maître, c'est le rôle de maître d'œuvre, qui passe à l'ingénieur. L'ingénieur est un pur technicien, voire même encore pire depuis quelques années, un pantin générique qui sort d'école de commerce, qui ne connaît aucun métier, donc qui les connaît tous. Je m'excuse, il y a des gens qui sortent d'école de commerce ici. On en discutera après. Un pur technicien, et en plus sans pouvoir de décision. Il peut conseiller le patron, il a rarement le pouvoir de trancher à la fin. Il planifie la production depuis sa table de travail, sans aucune considération pour le réel, et au besoin, si le réel ne colle pas avec le plan, on écrasera le réel avec la technique. Troisième rôle du maître, c'était le rôle de maître d'ouvrage, qui aujourd'hui est entre les mains des managers, qui sont des purs cortex, je ne vais pas dire des purs cerveaux, parce que c'est bien tout ça, des purs cortex noyés dans les abstractions, les processus, et souvent complètement ignares du métier qui sont censés encadrer. Et enfin, le quatrième rôle de maître, parce que les maîtres travaillaient, ce n'étaient pas des gens dans leur tour d'ivoire, ils travaillaient aux côtés de leurs compagnons et de leurs apprentis. Le rôle d'exécutant, qui va à l'ouvrier, qui est une pure paire de bras, à qui on demande de ne pas avoir de cerveau. Un bon ouvrier, c'est quelqu'un qui réfléchit pas trop, surtout. Plus il est malléable, nous les migrants d'ailleurs, plus mieux c'est. Voilà. Les 4 rôles du maître ont été éparpillés, ce qui fait que personne n'est responsable de rien. La fortune, elle n'est pas ici. L'ingénieur, il a suivi la norme. Le manager, il a suivi les ordres. Et l'exécutant, on n'y a pas demandé de penser. Plus que le corporatisme en lui-même, ce vers quoi nous devons tendre, c'est à nouveau la fusion de ces 4 rôles dans une personne. Le capital, la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre et l'exécution doivent autant que possible être rassemblés en une personne. Pourquoi ? Parce que cette personne-là sera sédentaire et bien plus facilement contrôlable par la société que la fortune anonyme et vagabonde, pour reprendre l'expression célèbre. Je précise que ce modèle est un modèle, et comme tous les modèles, il n'a jamais parfaitement existé. Il y a toujours eu de l'exploitation, de l'esclavage légal ou déguisé. Mais en revanche, les maîtres et les compagnons ont représenté pendant très longtemps la grosse majorité de la population active. C'est ce vers quoi on doit tendre. Contrairement aux utopistes, on sait que la société parfaite, elle n'existera pas tellement, vu que la nature humaine est fondamentalement assez bancale. En revanche, on chemine vers un meilleur régime. Dépoussiérer le corporatisme, oui. Est-ce suffisant ? En un siècle, d'autres gens ont réfléchi à la question sociale et à la question du travail, et ils n'étaient pas corporatifs, et ils n'étaient pas corporatistes. Et il est intéressant d'aller, dans l'esprit de synthèse qui est celui de l'AF depuis les débuts, d'aller piocher dans ce qu'ils ont fait, sans exclure de courant, a priori. Il faut considérer que le corporatisme n'est qu'une des formes possibles de l'économie sociale. Une qui a marché, d'accord, mais ça ne nous empêche pas d'aller voir ailleurs.
Ça serait idiot de ne pas s'intéresser au syndicalisme, à ses défaites comme à ses réussites. Même chose pour le mutualisme. Et dans une moindre mesure, mais il faut s'intéresser quand même à la responsabilité sociale des entreprises. N'oublions pas qu'en un siècle, d'autres ont travaillé pendant que même pendant que la F s'est arrêtée. Il faut leur rendre au moins ça. Le cercle Proudhon, juste pour évoquer un mot, effectivement, on peut glorifier le cercle Proudhon sur la méthode. En revanche, les conclusions, en plus d'être assez maigres, pour ceux qui ont lu les cahiers du cercle Proudhon, ont un siècle d'âge, donc elles aussi sont réactualisées. Parce que je sais qu'il y a souvent un mythe du cercle Proudhon à la F. Dans un sens, il peut être bon, mais ne nous attardons pas trop sur les conclusions qu'ils ont rendues il y a un siècle. Certaines sont encore valables, mais la majorité sont réactualisées. Je parlais du syndicalisme, on va commencer par ça. Le syndicalisme a, pour la plupart de ses combats, échoué, et historiquement échoué, il suffit de voir ce qu'il en reste aujourd'hui. Mais, rendons-lui ça, il a quand même laissé de belles réalisations. Il est souvent c'est souvent une habitude chez les militants d'AF de répéter en boucle que le Front Populaire et les syndicats ont tout piqué aux catholiques sociaux. Dans un sens, c'est vrai. Dans l'autre sens, les catholiques sociaux n'ont jamais réussi à les faire appliquer. Alors que les syndicats, oui. Le fait que les syndicats soient mourants, on peut rire sur le cadavre. C'est assez stérile, finalement, comme comportement. On peut aussi se dire que c'est une opportunité. Les syndicats sont depuis un an sur une pente ascendante à nouveau, en même temps que les vieux marxistes meurent. C'est intéressant. Macron a réveillé les syndicats. Macron ne ressuscitera pas les vieux marxistes, je pense. Investissons les syndicats. Ça peut être un bon axe de combat. J'ai pas dit tous les syndicats, je vais y venir. Et surtout, utilisons-les comme tremplin pour les idées corporatistes. Il est plus facile pour des jeunes travailleurs dans la force de l'âge de corporatiser un syndicat constitué de vieux croulants qui ont pour la plupart des cadres syndicaux 60 ans que de monter les échelons au fil d'une carrière, de monter une corporation avec les maigres réseaux dont on dispose encore. Prenons-les comme des tremplins. Il y a quelques exceptions à ça. Effectivement, certains métiers neufs sont nés avec une allergie innée aux syndicats. C'est pour ça qu'il a été choisi de monter un ordre de développeurs, parce que J'ai parlé également des coopératives, des mutuelles, bref, de l'économie sociale, qui est un gros succès en France. On est un des pays qui a le mieux marché en termes d'économie sociale. Alors par économie sociale, petite définition, c'est dans l'économie sociale on regroupe tout ce qui est coopérative, association, mutuelle, fondation et fonds de dotation. Voilà un peu les formes juridiques qui correspondent à l'économie sociale. Ces structures sont des outils juridiques intéressants qui ne doivent pas être négligés par les royalistes, puisqu'elles pourraient d'ailleurs nous servir dans notre vie personnelle. En France, leur succès, on le doit d'ailleurs beaucoup au général de Gaulle, qui s'est beaucoup inspiré des catholiques sociaux pour ça, et à l'idée qui était très novatrice à l'époque, de participation. Je vous laisserai chercher sur ce que le général de Gaulle a voulu faire dans les entreprises avec la participation. C'est d'inspiration très largement catholique sociale. Pour ceux qui s'intéressent au sujet de l'économie sociale plus en détail, là encore, je ne vais pas faire un cercle là-dessus. Je vous renvoie vers une vidéo YouTube qui est assez méconnue sur le YouTube de l'AF, une des premières, mon premier camp, donné par Philippe Kaminski sur l'économie sociale. Allez la voir, elle est vraiment très bien faite. Et il explique ce qu'est l'économie sociale, à quoi elle sert, quelles sont ses limites. Kaminski est un spécialiste de l'économie sociale. Je vais juste, dans le cadre de cercle, souligner deux réussites qui pourraient nous inspirer et qui ressemblent quand même méchamment du corporatisme. Ça pourrait servir à nourrir le débat qui aura lieu ensuite sûrement côté bar. Une corporation qui est très connue des Espagnols, mais très peu connue en France, ce qui est vraiment dommage, la corporation Mondragon. Alors je ne sais pas si certains connaissent la corporation Mondragon ici. C'est le 7e groupe industriel espagnol, le plus gros employeur du Pays Basque, français et espagnol confondus, et la plus grosse coopérative mondiale, 80 300 salariés et sociétaires confondus. Ce groupe est constitué comme une coopérative dont la majorité des membres sont des personnes morales, elles-mêmes coopératives. Mondragon, c'est quelque chose qui est né en 1956 de la volonté d'un jeune vicaire, l'abbé José María Arizmendiarreta,
Et jusqu'à la fin du régime franquiste, cette corporation était pleinement coopérative. C'est à nuancer depuis. Depuis dans les années 80, la corporation a commencé à avoir des salariés et à s'ouvrir au marché, sur pression du gouvernement espagnol. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est une réussite en demi-teinte, parce que les sociétaires conservent un excellent niveau de vie, une protection sociale au top et une grille de salaire qui est assez bonne, alors que les salariés de cette corporation, qui ne sont pas des sociétaires, sont souvent assez précaires. Il y a eu notamment la liquidation de Fagor, qui était vendu à la découpe. Fagor, c'est Mondragon, c'était Mondragon. Et qui a sauté quand Fagor a été vendu? Les salariés. À la grande époque de Mondragon, il y avait une compression de l'échelle des salaires, 1 à 3 maximum. Aucune entreprise ne fait ça. Aucune entreprise capitaliste n'a ça. Ça a sauté dans les statuts peu après la libéralisation des années 80. Mais c'est encore 1 à 6. Hein. C'est 1 à 6 aujourd'hui. Oui. C'est quand même très au-dessous de la hiérarchie. Oui. Même Benoît Hamon voulait le 1 à 20, lui, pas plus. Voilà. Et justement, les syndicats qui avaient complètement disparu de la corporation Mondragon pendant la grande époque sont réapparus suite aux années 80 et à l'apparition à nouveau de salariés dans la corporation. Voilà. Comme quoi les syndicats sont sans doute un symptôme de quelque chose de plus grave. Ça nous enseigne quelque chose, cette corporation Mondragon, c'est que l'économie sociale, c'est quelque chose d'assez fragile, qui est toujours le fruit de volonté politique. Dès qu'il n'y a plus la volonté politique, dès que le gouvernement espagnol a voulu libéraliser, dès que le marché n'est plus tenu en laisse par le politique, l'économie sociale se casse la gueule. Le joli rêve d'attaque, et les altermondialistes qui vont faire de l'économie sociale en se passant du politique, a toujours échoué et continuera d'échouer. Le second exemple que je vais citer sur le mutualisme, c'est le système de mutuelle en France, qui est un des plus perfectionnés au monde. Alors, je précise juste par mutuelle ce que j'entends. Dans le vocabulaire commun, une mutuelle, c'est pas ce qu'on entend juridiquement par mutuelle. Beaucoup de ce qu'on appelle mutuelle aujourd'hui sont en fait des mutuelles d'assurance, des complémentaires santé qui en fait ne sont pas des mutuelles juridiquement. C'est juste des entreprises qui vous vendent une complémentaire santé. Les véritables mutuelles, alors, la capitale française de ça c'est Niort, dans les Deux-Sèvres. Une mutuelle, c'est quoi? C'est quelque chose qui n'a pas de clients, mais des sociétaires. Le plus bel exemple, c'est une banque, c'est le Crédit Agricole. Dès que vous êtes client du Crédit Agricole, vous êtes sociétaire. Alors je crois que c'est plus vrai depuis quelques années. On peut être client simplement du Crédit Agricole, mais à l'époque, alors un sociétaire, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a un pouvoir de délibération à l'Assemblée Générale. Je crois que depuis quelques années, c'est plus vrai, mais il y a encore quelques années, quand vous étiez client du Crédit Agricole, vous receviez tous les ans une convocation à l'Assemblée Générale avec un droit de vote dans l'Assemblée Générale de votre caisse. Et vous pouvez même être élu en tant que client. Vous pouvez être élu pour représenter votre caisse régionale à l'Assemblée Générale nationale. Les mutuelles de santé fonctionnent comme ça aussi, les vraies mutuelles de santé. Et la belle surprise, parce que j'avais dit qu'il y avait quand même un lien avec le corporatisme, c'est que bien souvent ces mutuelles sont structurées en branches professionnelles. Voilà un peu quelques exemples où on pourrait s'inspirer dans l'économie sociale. Ne restons pas forcément toujours focalisés sur le corporatisme, alors que d'autres choses pourraient aussi bien que le corporatisme servir les buts énoncés au début de cette conférence, donc, qui est de servir le bien commun. Je l'ai dit, je l'ai précisé, c'est pas vraiment un cercle, c'est plus une soirée de lancement ce soir. Le but c'est qu'il y ait du débat, que vous discutiez entre vous. Et dans ce but, également qu'il y ait des questions peut-être aussi. Dans ce but, j'ai prévu également, en fin de conférence, quelques pistes que je vais lancer en l'air pour faire réagir, peut-être pour innover, qui sait. Quelques pistes que j'ai pu récolter chez des gens très divers. Alors, les pistes, je les ai récoltées chez Lordon, chez Kropotkin, chez Proudhon, chez Bakounine, Marx, Sorel, Maris, Rabi, des gens assez à gauche. Parce que c'est vrai que souvent les pistes innovantes à droite, on les a déjà entendues et réentendues. Je préférais m'intéresser à des choses qui pourraient varier un peu de ce qu'on entend d'habitude. Donc je vais proposer, lancer en l'air ces pistes, et sans doute qu'après, si ça vous chante, on pourra en débattre, Voilà un peu. Je ne fais pas de conclusion volontairement. Je ne fais pas de conclusion parce qu'il n'y a pas de conclusion à en faire à ce cercle-là. C'est vraiment... On débute quelque chose, on débute un cercle de travailleurs. L'idée, c'est vraiment que vous en parliez de la question. Ce cercle est le vôtre.
tout comme j'ai dit que cette section est la vôtre parce que je ne sais pas quand je pars. Emparez-vous de ces sujets-là. À l'AF, je l'avais dit à un cercle précédent, il n'y a pas de militants moyens. Il ne doit pas y avoir de militants moyens, il doit y avoir des militants impliqués partout, à tous les niveaux. Donc voilà, je lançais quelques idées. Il y a une idée qui nous vient des décroissants, qui est de forcer l'explosion des gros conglomérats et l'économie, ce qu'on appelle l'économie organique, donc où des petits s'associent entre eux pour faire des gros projets, par l'imposition selon le nombre de salariés. L'échelle proposée par certains décroissants, c'est aller en dessous de 10 salariés, 10% d'impôt sur la société, 20% en dessous de 50, 30% en dessous de 200, 50% en dessous de 1000 et 70% au-dessus de 5000. Voilà l'idée en l'air. Seconde idée en l'air, que les collectivités territoriales soient juridiquement reconnues comme les avocats de l'environnement face à l'économie. De dire que quand quelqu'un va déverser des déchets toxiques sur une commune, la commune puisse saisir un tribunal pour demander réparation, voire les habitants eux-mêmes. Et une réflexion sur la sédentarisation de la fortune. Comment est-ce qu'on fait pour que le méchant capitaliste il aille pas payer ses impôts à Hong Kong pour refuser de les payer en France. Il y a également je reviens chez les décroissants, la notion de travail fantôme chez Illich, de réfléchir à la reconnaissance du travail fantôme. Alors le travail fantôme, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble de ces travaux non salariés et non marchands, sans lesquels la société ne pourrait juste pas exister. L'exemple que prend Illich, c'est la maternité. Les mères de famille sont rarement payées pour élever leurs gamins. Il y a également comme piste de réflexion le revenu de base, qui est sans doute la pire des horreurs à l'échelon national, que l'État rende dépendant tout le monde de lui, sans doute une horreur, mais qui n'est pas forcément absurde à des échelons régionaux, départementaux ou communaux. C'est à réfléchir. Il y a tous les débats sur l'ubérisation qui sont à suivre. Parce que l'ubérisation, d'accord, ça précarise, mais c'est également une épine majeure dans le pied du syndicalisme. Pourquoi? Parce que le syndicalisme est sur une base marxiste de lutte des classes. Dans quelle classe on range l'indépendant, qui est à la fois son propre patron et qui s'auto-exploite finalement? Est-ce qu'il est exploiteur ou exploité? Ils ont du mal à fournir une réponse satisfaisante, alors que pour le corporatisme, c'est simple. Il exerce le même métier que ce salarié ou patron. Je termine juste de lister tous les points que j'ai à proposer, et après on continuera le débat. Juste là-dessus, parce qu'il n'est pas son propre patron, il dépend quand même de la plateforme. Oui, et ça, pas juridiquement. Pas juridiquement. Juridiquement, sa structure sociale, c'est sa propre entreprise. Ouais, et c'est là l'ambiguïté. C'est là l'ambiguïté. Et effectivement, c'est là que le corporatisme a peut-être quelque chose à répondre. Ne pas hésiter aussi à aller chercher, bon ça je l'ai dit au début, des idées à gauche. Le cercle Proudhon est l'exemple, mais voilà, j'ai cité quelques noms, effectivement je vais les reciter, vous pourrez prendre les noter, je laisserai la feuille ici à la fin. Mais il y a des idées intéressantes chez Proudhon qui ont déjà été discutées à l'AF, chez Kropotkin également, Bakounine, Marx, Sorel, ou plus récemment, Bernard Maris, qui a été l'économiste de Charlie Hebdo, Pierre Rabhi, qui est un décroissant, et qui est également un penseur, lui il se dit penseur paysan, Frédéric Lordon, qui est l'économiste de Nuit debout, ou Yanis Varoufakis, qui a été traduit en français, qui est l'économiste qui a, comme il dit lui-même, mais avec par autodérision, qui a failli sauver la Grèce. Il faudrait également réfléchir, et pourquoi pas en s'inspirant du modèle allemand, à une redéfinition des branches professionnelles. Est-ce qu'il est normal qu'une secrétaire qui travaille dans la métallurgie obéissent à la convention collective de la métallurgie? Et il y aurait également un débat qui n'a pas encore été lancé, et peut-être que l'AF pourrait s'en emparer, le débat sur les sociétés de services. On a beaucoup craché sur l'ubérisation, mais les boîtes de prestations, les sociétés de services, les SS2I, anciennement, maintenant les ESN, il y a peut-être des choses à en dire. C'est un débat qui est fui par les syndicalistes de tout poil depuis de nombreuses années, déjà parce que c'est des cadres, ça ne les intéresse pas, parce qu'ils savent qu'ils ne pourront pas les recruter, mais également parce que ça rentre difficilement là aussi dans leur grille de lecture. Est-ce que c'est normal qu'un travailleur qui réalise en tant que prestataire la même tâche qu'un salarié en interne n'ait pas les avantages du salarié en interne? Voilà un peu toutes les pistes de débat. On peut revenir sur celles que vous souhaitez. Je vais vous dire, les questions n'ont pas forcément à être toutes dirigées vers moi. On peut aussi en débattre entre vous. S'il y a également des remarques, je les prends. Et voilà un peu